qui vient nous voir aujourd'hui dans Destin Lorrain, un artiste dont le seul nom évoque un univers à part, un artiste rare, de ceux qui rendent les étiquettes inutiles. Chanteur à la voix grave, comédien à la palette large, il cultive une élégance singulière, un humour subtil, une poésie douce amère. C'est un esprit libre, un raconteur d'histoires qui trace depuis plus de 40 ans une trajectoire unique. C'est un Destin Lorrain. Bonjour Tom Novembre. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. J'aime bien commencer cette émission en vous posant cette question. Vous souvenez-vous de votre premier passage à la télévision ? Oui, on me l'a ressorti une ou deux fois depuis le temps, je dirais. C'était au caveau de la Roelle, je ne pourrais plus dire en quelle année, mais il y avait un reportage sur un jeune chanteur qui commençait à faire parler de lui, qui s'appelait Charlie Couture, et je crois que c'était France 3, c'était Lorraine, FR3 à l'époque, oui. Lorraine qui avait fait un reportage sur lui avec quelques extraits de chansons. vous avez tout dit, caveau de la Roelle. Vous avez tout dit, c'était au caveau de la Roelle, c'était FR3. Vous n'avez pas dit la date, simplement c'était le 1er mars 1981 avec votre frère Charles Eddy. J'étais encore aux Beaux-Arts. Et donc vous faisiez une prestation, vous étiez à la basse, Charles Eddy au piano. On va regarder. Allez, c'est parti, on regarde. Allons-y. Tu es le savon quand la crasse me colle. Tu es le sèche-cheveux quand ma perruque s'envole. Tu es la mousson quand je suis un goujon. Tu es le joli feu quand mes chansons sont cons. Pour ça que je t'aime tout de même. Pour ça que tu m'aimes quand même. I said my whoopla. I said baby you the devil whoopla. I said baby you the devil but did you baby da baby did Ah, j'ai même eu droit à un gros pas. Tu es le couscous tentant quand v'là le ramadan. Tu es mon vêtement quand je suis nu comme Adam. Tu es la cigarette quand je n'ai plus de tabac. Tu es la majorette quand le défilé s'en va. Vous vous souvenez ? Vous disiez, on était bien concentrés, hein. Oui. Non, je suis rassuré parce que j'avais abandonné l'arrêt au milieu, qui était à l'époque aussi mal jugé qu'une Iroquoise aujourd'hui. Physiquement, beau gosse quand même. Hein. Je sais pas. Quand même. Hein. Vous aviez 21 ans. Hein, on découvre donc deux frères qui vont faire une carrière artistique remarquable. Ils ne le savent pas encore. Non, ils ne le savent pas encore. Et pourtant, votre père et votre mère n'étaient pas du tout dans ce milieu artistique. Votre père était professeur et antiquaire et votre mère professeur de français. C'est votre grand-mère qui vous a initié, la musique, c'est par ma mère et ma grand-mère. Ma grand-mère avait survécu en étant veuve et prof de piano. Et ma mère écoutait des disques. Mon père n'était pas très musique, mais Ray Charles, les Beatles, et des disques de Raymond DeVos, Fernand Reynaud, Jacques Dufilot, Guy Bedos, faisaient partie du répertoire. Et quand mes parents n'étaient pas là, nous, on savait faire marcher un tourne-disque, ce que mon père n'a jamais su faire, quasiment. Et on se passait les disques, et puis les week-ends, maman écoutait ça. Sinon, c'était du classique, du côté de ma grand-mère. Mais on nous a mis au piano quand on était gamin, et au solfège, c'était laborieux. Et puis, je dirais c'est une chance ou une malchance. Mon père antiquaire était à une vente aux enchères et s'est bagarré sur une statue chinoise avec un inconnu à l'autre bout de la salle qu'il a reconnu comme étant le mari de la prof de piano. Donc il est rentré furax parce qu'il n'avait pas eu l'objet convoité et il nous a dit si vous voulez arrêter d'aller chez ces imbéciles, vous pouvez.
faux. Moi, j'ai sauté sur l'occasion. Charles Elie, l'année d'après, s'est retrouvé en pension à Lunéville. Et du coup, pour pouvoir sortir les week-ends et les mercredis, il a repris les cours de piano. Ce qui fait que lui, il s'est interrompu pendant 6 mois à peine, alors que moi, ça a pris plusieurs années avant que je m'y remette de moi-même. Alors, comme Charles Elie, vous avez fait les Beaux-Arts de Nancy. Le festival de Nancy sera un tremplin pour vous. Ouais. Hein. Et à 23 ans, vous êtes déjà auteur, compositeur, interprète, comédien, et vous présentez Les Taupes au Théâtre de Jazet à Paris, un one-man show écrit avec Charles Elie. C'est là que débute véritablement votre carrière, on peut dire ça? Oui, parce que... Alors, le théâtre, c'est le Festival mondial du théâtre. Je suis encore au lycée. J'ai écrit ma première pièce qui s'appelle, avec mon ami et nancéen Raphaël Amor, que je retrouve maintenant qu'il est revenu aussi dans le secteur ici, avec grand plaisir. Et ensemble, on a écrit notre première pièce qui s'appelait Deux hamburgers pour le 4 et qui était la Genèse revue et corrigée, puisqu'on inversait les rôles. On était féministe avant l'âge, puisque c'était moi le plus costaud des deux, et donc je jouais Ève. C'était plus matriarcal que patriarcal. Voilà, de ça je suis passé aux Beaux-Arts. J'ai écrit Les Taupes avec Charles Elie. Je l'ai joué dans un festival de comique, ou disons de théâtre amateur, au Caveau de la Roelle à nouveau. Ouais. C'était un test. Ils m'ont invité à revenir le jouer le lendemain pour la clôture. Ça m'a servi un peu de ticket d'entrée en me disant je vais tenter le coup après mes études. Et à la sortie des Beaux-Arts, Charles Elie avait déjà un peu franchi le pas. Il avait une bonne cote auprès de la maison de disques. Il m'a fait faire mes 3 premiers albums, mais notamment celui qu'on voit derrière vous, version pour doublage. Ouais. Et j'avais déjà un spectacle prêt, donc ça a permis à la machine de s'enclencher assez vite. Et de là, le De Jazet, qui était la première apparition à Paris. Ouais. Ouais. Alors, mai 82, je vais quand même le préciser, vous êtes nommé Révélation du Printemps de Bourges, et quelques mois après, donc c'est la sortie de ce disque qui s'intitule Version pour doublage. Un album... Alors, culte pour les amateurs de chansons décalées. L'univers, alors, il est très cinématographique, presque... C'était, entre guillemets, calculé, toute proportion gardée, mais on s'était déjà entendu, Charles Elie. J'avais pris un autre nom que Couture, pour pas qu'il y ait d'amalgame et pas qu'il y ait de confusion. Même si ça n'a jamais empêché de faire de moi le frère d'eux, mais toute ma vie. Mais peu importe, ça s'assume assez bien quand on aime son frangin. Et donc, on s'était plus ou moins réparti les choses, enfin le terrain, en disant toi t'es plutôt l'acteur, l'interprète, et moi je suis plutôt l'auteur, compositeur, etc. Après, encore une fois, tout ça est très mobile, mais le premier disque avait cette intention de dire attention, ça n'est pas de prévenir que c'était pas juste un chanteur de plus. Ou, on va écouter un extrait. Version pour doublage. Alors, on est en 1982. Il n'y a pas d'image. Non, il n'y a pas d'image. Non, mais on va écouter. Malheureusement, on fait très peu de Il n'y avait pas le clip. Non. Ça s'appelait Berlingot, 1982. Berlin, Berlingot, fais pas l'idiot. Berlin, Berlingot, sur ton trampolino. Berlin, Berlingot, ne saute pas si haut, tu vas te casser les os. Tu fais des sauts périlleux entre 4 élastiques. Tu vas louper le milieu, ici t'es pas au cirque. Berlin, Berlingot, fais pas. Alors on est déjà dans votre univers, Tom. Ouais. Avec un instrument, alors qu'on n'entend pas sur ce titre, mais vous avez un instrument alors étonnant de prédilection, qui est l'omnicorde, c'est comme ça qu'on dit? Oui, j'ai récupéré ça, c'est Charles Elie qui me l'a filé. C'était lui qui avait ça dans un coin, mais il s'en servait pas. Et moi, je trouvais ça assez rigolo et assez clownesque comme instrument, en fait. Parce que moi, je me suis jamais vu comme un musicien, mais plus comme un clown.
Les clowns savent faire des pirouettes, savent bouger, savent jouer de la musique, et ils soufflent dans des trompettes ou ils tapent sur des tambours. Pourquoi pas faire une espèce d'accordéon plat. C'est un instrument que vous pouviez porter, donc voilà, voyager avec. Un instrument mobile, et encore une fois autonome, puisqu'il y avait dedans des boîtes à rythme en relation avec les toniques, et puis la petite réglette qu'on voit sur le côté, quand on passe les doigts dessus, ça fait des sons, donc on peut faire un contre-champ, voire un simili-solo. J'en reviens à version pour doublage. Alors le titre, le doublage, alors justement c'était presque c'était prémonitoire, car vous allez faire beaucoup de voix de doublage pour de nombreux films. C'est un exercice que vous aimez ? Oui, j'ai beaucoup de plaisir à prêter ma voix même si moi je suis plutôt un spectateur de VO. Je dirais que c'est un exercice très, très amusant. Pourtant, au début, vous m'avez dit que vous avez eu peur, on vous avait proposé de doubler Aladdin. Et là, vous avez je devais doubler le génie dans Aladdin. Le génie dans Aladdin, et vous avez dit non, vous êtes parti ? J'ai eu la trouille, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui vous a mis la trouille ? Le fait d'avoir en randonnion dans le fond du studio Roger Carrel, Patrick Préjean, Lucette Sahuquet et son mari. Les grands noms du doublage en tous France. Les grands noms du doublage à l'époque, qui étaient là, les bras croisés, en train de dire « Vas-y, trou du cul, montre-nous de quoi t'es capable ». Et il fallait que je chante la chanson du génie, même pas sur une rythmo, sur des sketchbooks. Donc je découvrais tout en même temps. Et ça m'a fait peur. Je voulais pas faire honte à Walt Disney, donc j'ai baissé la queue et je suis parti avec la queue basse. Et pourtant, Tom, vous allez rejoindre les grandes voix du doublage en France. Je voudrais qu'on regarde un extrait d'un film culte de Luc Besson, le 5e élément de Luc Besson avec Bruce Willis et Chris Tucker. Écoutez bien la voix française de Chris Tucker, alias Ruby Rhod. Regardez, écoutez surtout. Corbin Dallas, le vainqueur du grand concours des Jiminy Croquettes. Ce garçon carbure d'enfer. Alors à vos strings, les fugés, les filles, le gonze est un véritable volcan. Il est hot. Belle taille, belle carrure, belle coiffure, right on. Il a tous les atouts. Et en plus, il a des trucs à dire aux quelques 50 milliards de paires d'oreilles qui nous écoutent. Balance tout, merde. Et cette voix française, c'est qui, Tom ? C'est la mienne. Incroyable, parce qu'on ne vous reconnaît pas. Oui, c'est un casting que j'ai réussi, je dirais malgré moi. J'y croyais pas quand je l'ai fait. Comment ça s'est passé ? Hervé Ikovic, nancéen de souche et travaillant à la maison de Bing Brothers, qui je crois s'occupait du doublage, a dû souffler mon nom à Besson, qu'il le connaissait peut-être parce qu'il connaissait Charles Elich, il s'était déjà croisé, est venu avec un magnéto dans la cour de mon appart ici, et j'ai fait ça à l'emporte-pièce sans vraiment y croire. Donc, elle était l'heureuse surprise d'être choisie. Et ça a été une des journées les plus fatigantes de ma jeune carrière. Pourquoi ? Parce que j'étais tout seul en studio de 8h du matin à 1h, 2h le lendemain, avec juste une demi-heure d'arrêt pour bouffer un sandwich. Et pendant toute la journée, j'ai hurlé. C'est une voix qui est tout le temps sous pression. Green, super green. Oui, mais et alors, toute la journée, tu parles comme ça et tu lances les cris pour qu'on récupérait sur la bande originale dans les aigus. Mais croyez-moi, je suis rentré chez moi, je me suis écroulé. Mais alors le résultat est fabuleux, à tel point que les critiques de l'époque disaient que votre voix et votre interprétation étaient meilleures que l'original, que celle de Chris Tucker. C'est très flatteur.
Voilà, moi après, je fais le job, les gens l'apprécient ou pas, sont curieux ou pas, merci, merci du compliment. Voix de Chris Tucker, mais aussi George Clooney dans O Brother. Ouais, oui. Ou Tom Waits dans Don't Buy Low, ou Z dans One Piece Z, c'est des petites aventures. Un film d'animation. Rocorico, ouais. Ou Tonton du Duc, ou L'oncle de Casper, voilà, j'en ai fait un peu à droite à gauche, toujours avec grand plaisir. Comment on se prépare pour incarner, en fait, par la voix, un personnage ? Quelquefois, on n'a pas le temps de se préparer. J'ai fait une série sur Netflix qui s'appelle Outer Banks, où je jouais le père du héros, ou d'un des héros. Je suis arrivé sur place, j'ai découvert comment ça marchait. En fait, qui était le personnage, la tête qu'il avait, et les séquences, les boucles s'enchaînent. Il n'y a pas de travail préparatoire plus que ça. On te prévient que voilà, on aimerait bien t'avoir, mais ça a été pareil sur Far Cry 6, le jeu vidéo. J'ai appris le nom de mon personnage quasiment en arrivant dans le studio. Votre voix, c'est votre signature. C'est quand même ce qui... elle peut se reconnaître. J'allais dire, c'est l'arme fatale chez Tom Novembre. C'est à double tranchant. Parce que des publicités nombreuses. Ouais. La voix signature d'RFM, la radio, pendant de nombreuses années. Et on va parler du cinéma. Vous avez joué dans plus de 60 films, téléfilms. Quelquefois, c'est des petits... Oui, mais des petits rôles, mais on vous a vu dans des grands films, Ville à vendre, La salle de bain, Le patrimoine, Zodiac, Philharmonia pour des séries, France 2. Quel rôle vous a le plus marqué ? La salle de bain, j'ai beaucoup appris avec le personnage de la salle de bain, la rigueur de la mise en scène de John Lvoff, et la surveillance de près de Jean-Philippe Toussaint, l'auteur du bouquin d'origine, avec qui j'ai fait La patinoire et des participations à 2 autres films. Donc, m'ont beaucoup appris sur la précision qu'on peut mettre dans certaines interprétations. On parlait souvent de quart de sourire, demi-sourire, 3/4 de sourire. C'est précis. Voilà, c'était pointilleux. Puis je trouvais le film d'une élégance visuelle et narrative originale, quoi. Et Jean-Pierre Mocky, alors je m'arrête sur... c'est autre chose. C'est autre chose, c'est un personnage évidemment. Mais alors je m'arrête sur ce film parce que ce film a été tourné ici dans la région. Film avec Michel Serrault, Jacqueline Maillan, Boringer, Eddie Mitchell. C'est en 91. Alors quel souvenir vous en gardez ? Là on a des images du tournage de l'époque. Il tournait dans les... c'était l'époque où on fermait toutes les usines là-haut, donc il y avait des friches industrielles tous azimuts. Et comme il voulait que ça se passe dans ce contexte-là, il avait racheté les droits pour... Enfin, je me suis retrouvé... C'était la 2e fois que je travaillais avec lui, et je me suis retrouvé au milieu d'une ribambelle de têtes couronnées, d'acteurs chevronnés, et en grande sympathie avec Michel Serrault, voilà, qui a essayé de m'embarquer sur l'Avare, qui montait avec Planchon après, mais ça s'est pas fait, dommage. Je l'aimais bien, et il m'aimait bien. La tête de jeune. Et la direction de Jean-Pierre Mocky Jean-Pierre, moi, j'ai tendance à coller le mot roublard à Jean-Pierre. C'est-à-dire que c'est tout sauf un imbécile qui sait pas ce qu'il fait, mais il a un côté joueur, moqueur, je dirais simiesque dans son côté taquin, où il titille les gens, et si les gens s'offusquent, alors il laisse tomber, il oublie, et si on joue le jeu, si on n'a pas peur de lui, alors il vous a à la bonne. C'était mon cas. Voilà. Alors, donc, dans un tout autre... J'ai fait quoi 4 films avec lui. Dans un tout autre registre, on se souvient aussi de vous dans Caméra Café,
où vous incarnez, comment dire, un personnage très singulier. Comment vous le définissez-vous? C'était le rival de Jean-Claude qui bossait dans la boîte au-dessus. Stanislas Pribiszewski, représentant de commerce, qui par la suite est passé chef de service, directeur adjoint. Il a pris du galon. Voilà, dans la deuxième version, mais qui à l'origine était le concurrent de la boîte du dessus de chez... Alors, eux, ils bossaient chez Eugène et nous, on bossait chez Digix. Mais bon, c'était les deux BRP du secteur qui se tiraient la bourre. L'un étant plutôt polonais d'origine, un peu catho, un peu propre sur lui, en contraste assez fort avec le côté voyou de Jean-Claude Convenant. Et comment vous êtes arrivé dans cette aventure ? Parce que Bruno et Yvan m'avaient à la bonne, ils faisaient une émission, ils faisaient le top 50, je crois, au départ sur Canal, et on avait bien matché, comme on dit aujourd'hui, quand ils m'avaient invité à l'émission, mais ils m'aimaient bien. Et du coup, les gens qui sont venus voir ce que je faisais sur scène n'ont pas eu de mal à se convaincre qu'ils pouvaient me proposer de jouer la comédie. C'est ce qu'ils ont fait. J'ai fait 2 personnages à l'origine quand ils tournaient les pilotes, et on a gardé celui que je préférais. Et je suis revenu à plusieurs reprises. Au point d'être presque assimilé à l'équipe de base, alors qu'en fait, sur les 600 épisodes qu'ils ont tournés, j'ai dû en faire 10, 15. Mais vous avez marqué la série. Alors, chanteur, acteur, comédien, au théâtre, vous avez joué dans près d'une vingtaine de pièces. C'est un registre différent, mais le comédien n'est jamais éloigné du chanteur. Vous avez fait plusieurs spectacles musicaux, théâtraux, notamment dans La légende de Jimmy au départ. C'était un besoin pour vous, ce mélange ? Non, c'est pas un besoin, c'est une nature, je dirais. Quand on vous choisit, on est flatté et on veut on veut donner raison à celui qui a fait ce choix. Donc, quelle que soit la forme, si vous en a jugé capable, on essaye d'être à la hauteur de ses attentes. Sur La légende de Jimmy, chanter, il fallait apprendre à le faire dans ce contexte-là. C'était une expérience nouvelle. Si vous voulez, moi, j'ai été bercé au départ par cette espèce d'archétype de poncif sur les acteurs américains qui étaient meilleurs que les acteurs français parce qu'ils savaient tout faire. C'était un peu le gimmick. Donc, je me suis dit, s'il faut savoir tout faire, pas difficile. Je veux dire, j'ai la pêche et le noyau pour le faire, quoi. Donc, mais en France, on veut classer les artistes dans une cage. Je voudrais vous montrer. Si on m'avait engagé sur un ballet, j'aurais appris le ballet. Là, je vais jouer une pièce à Avignon où il faut que j'apprenne à parler allemand, où il faut que je me remette au piano pour jouer du classique, enfin, même si ce sera simplifié, où je joue un professeur de chant autrichien. Croyez-moi, c'est le challenge, il est là. Je voudrais quand même vous montrer une archive qui date de 1986, où vous êtes invité dans le journal d'Antenne 2 pour parler du film de Michel Souter, dont vous êtes l'interprète principal. Le tout premier film de ma vie. Une journaliste qui est aux côtés d'Hervé Claude vous interprète sur cette ambiguïté parce qu'on ne sait pas où vous mettre. Regardez. Moi, je sors des Beaux-Arts, donc je fais de la chanson, je fais du dessin, je fais du cinéma, tout ça pour raconter des histoires à ma manière. Alors, comme c'est à ma manière, on dit c'est un marginal. Mais vous et votre frère Charles-Élie Couture, on ne sait pas très bien ce que vous faites. Vous venez d'aller à Genève où vous avez fait une exposition de dessin, vous avez donné un concert, maintenant vous venez présenter un film. Qu'est-ce que vous choisissez exactement ? On vous demande de choisir, on ne sait pas ce que vous faites. Qu'est-ce que vous choisissez alors ? Je choisis de ne pas choisir, mais je dirais, à cette époque-là, ça paraissait plus saugrenu qu'aujourd'hui. Je pense que, alors, je ne vais pas me taxer de précurseur, mais je dirais que c'était, moi, je me référais à des gens comme Montand, comme Bourvil, chez les Français en tout cas, qui étaient à la fois catégorisés chanteurs et acteurs, et ça posait pas de problème pour eux. Moi, j'étais un jeune mec qui débarquait, et
sous prétexte que je pouvais passer de la musique à la comédie, je devenais ce qu'on a fini par m'appeler un personnage. Je ne suis pas un acteur, je ne suis pas un chanteur. Pour le milieu du cinéma, je ne suis pas un acteur. Pour le milieu du théâtre, si un peu, mais pour le milieu de la chanson, je ne suis pas un musicien, je suis un interprète. Vous parliez de Bourvil, vous avez fait des reprises que j'aime beaucoup de Bourvil en 2010. C'est quoi qui vous a plu dans cet homme, justement, vous en parliez? C'est le fait qu'il soit acteur, chanteur déjà à l'époque? C'est un peu... Les deux, c'est un chansonnier avec un potentiel d'acteur, parce qu'il avait un sens de l'autodérision, il faisait des films drôles, son style me faisait rire parce qu'il était à la fois malicieux et tendre. Donc c'était pas un personnage agressif, belliqueux comme son pendant Louis de Funès, que je respecte tout autant, mais dont le style m'agréait moins. Voilà. Bourvil, il y avait le côté malin, il ne faut pas le prendre pour un crétin, loin de là, mais il est le premier à se présenter comme tel, si tu veux. Mais c'est le plus beau, le sourire, c'est le plus beau masque. Eh bien, écoutez, on va conclure avec justement Bourvil, avec votre réinterprétation d'un titre que j'aime beaucoup, Le Petit Bal Perdu. Merci beaucoup, Tom Novembre, un artiste libre, intemporel, multiples talents. Merci vraiment, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci de votre accueil. On termine avec Bourvil et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un autre Destin Lorrain. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien.